Ok, mais d'abord, merci à tous les participants. Merci à la Chambre de commerce du Brabant wallon de me donner l'opportunité de partager sur un sujet quand même assez crucial aujourd'hui. Alors, la raison d'être de ce webinaire et de cette présentation en particulier, c'est clairement le dirigeant d'entreprise, voire ses équipes également, qui sont confrontées, comme on le sait tous, à une crise sans précédent. Aujourd'hui, on voit, il y a David qui fait partie de DHL, qui est une grosse boîte, mais malgré tout, même les grosses boîtes souffrent. On sait que dans certains secteurs, l'aviation en particulier, le transport fret, etc., il y a eu des impacts importants. Donc, on sait qu'aujourd'hui, personne n'est immunisé. On sait qu'on attend un certain nombre de faillites en forte hausse. Marie du CCI Brabant Wallon s'occupe justement des gens qui souffrent dans cette optique-là et essaye justement de les aider à trouver des solutions. Donc ici, c'est vraiment partager par rapport à la situation existante et voir un peu comment on peut sortir de ce marasme par le haut, parce que effectivement, ce stress ambiant aujourd'hui crée énormément de questionnements, d'incertitudes et une certaine forme de panique. Alors bon, on sait que la panique est pas bonne conseillère. Donc, c'est l'opportunité ici de vous donner voilà, un pas à pas, 6 étapes pour reprendre le contrôle de vos affaires. Alors, la présentation sera distribuée par la suite, donc vous ne devez pas prendre trop de notes, c'est clair. Et vous aurez également la possibilité de poser vos questions. Alors, la particularité de ce webinaire, c'est qu'il prend la forme de questions, justement. Donc, c'est un certain nombre de questions, c'est des réflexes que le dirigeant d'entreprise doit avoir, justement pour se dire quels sont les éléments qui sont pertinents pour moi, quelles sont les bonnes questions à me poser pour répondre à l'urgence actuelle, parce qu'il y a 2 étapes, bien entendu. Il y a d'abord la question de survivre, tout simplement, et puis la question de comment on sort par le haut, comment on fait pour avoir un plan beaucoup plus solide et de telle manière à ce qu'on puisse quelque part regagner des parts de marché éventuellement par rapport à nos concurrents. Donc, on sait qu'en période de crise, on dit souvent que les mauvaises sociétés disparaissent, que les bonnes sociétés survivent et que les très bonnes sociétés, elles croient. Et donc, elles progressent. Et donc, on va essayer de voir dans quelle mesure on pourrait être dans la 3e catégorie. Alors, je commencerai par quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent, mais je crois que c'est toujours bon de le rappeler, c'est la fameuse courbe du changement. J'essaye de passer ici au slide suivant, mais il semble que j'ai un souci. Ah, voilà. La courbe du changement, je crois que vous en avez déjà entendu parler. À la base, c'est la courbe du deuil. Qui est paru dans un livre d'une certaine Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre suisse, qui définit tout simplement les différentes étapes liées à un deuil. Alors, on l'a utilisé également dans le cadre du changement et on sait qu'il y a un élément fédérateur quelque part qui est le choc, donc dans le cas d'un décès, c'est évident. Et on sait très bien que lorsqu'il y a un choc, la première réaction, c'est le déni. Et puis les différentes étapes, c'est la colère, la peur, une forme de dépression parce qu'on est face à une réalité et on passe de l'autre côté de la courbe et on rentre dans une acceptation et éventuellement vers une mise en place de quelque chose de nouveau qui fait en règle générale peur avant d'arriver à une étape de croissance. Alors on est soit à gauche et on est plus dans le passé en refusant quelque part le futur et d'autre part on a une attitude qui est plutôt négative, pessimiste, contre-productive, comme il est indiqué là. Et à contrario, lorsqu'on passe de l'autre côté, on aura une attitude qui est plus ouverte. On a envie d'apprendre, de savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir, et on est plus dans une optique constructive, etc. Alors ça, ce sont les grands schémas. À côté de ça, je crois qu'il est intéressant de voir par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la crise du Covid. Comment cette courbe peut être liée à ce que nous avons connu? On sait tous qu'à un moment donné, en décembre, il y a eu la fameuse découverte à Wuhan du Covid. À l'époque, il ne s'appelait pas le Covid, mais on se rendait compte que c'était quelque chose qui s'apparentait au corona. Mais nous, en Belgique en particulier, mais dans le monde
règle générale, on a tous cru que c'était une grosse grippe. Hein. On s'est tous dit, c'est loin de nous, les chances que ça arrive ici, c'est 1 sur 1 milliard, 1,6 milliard même, hein, le nombre de Chinois. Donc, les probabilités sont très, très faibles. Jusqu'au moment où on s'est quand même dit, ah là, il y a un truc qui ne va pas ici, on nous a caché des choses, c'est la théorie du complot, on essaye d'attaquer l'économie américaine en particulier, la bourse, les intérêts capitalistes par rapport au communisme et tout ce qu'on peut s'imaginer, on nous cache des choses. Donc vraiment une colère. Et puis, on commence à se dire, mais comment ça va impacter mon business? Comment ça va impacter ma famille, mes amis, ma santé? Et là, il y a une crainte, une peur qui se met en place. Alors, on sait également que les médias ont contribué quelque part à créer cette panique. On sait bien que quelque part, les médias sont là et quelquefois se font les choux gras justement de ce genre d'événements. Maintenant, ici, il est bien clairement apparu que c'était des faits et pas des fake news, hein, comme on les appelle aujourd'hui. La réalité, on l'a ramassée en pleine face. Et puis, c'est comment on fait pour sortir de là. Il faut vraiment prendre les choses à bras le corps. Il faut avoir une nouvelle vision. Il faut avoir du leadership, donc c'est-à-dire montrer le cap, motiver, influencer les équipes pour aller vers un avenir meilleur, en théorie, pour justement générer ce nouveau monde et cette croissance. Donc, je crois que c'est intéressant juste de se souvenir de ces étapes et de voir comment elles nous ont impactés, parce qu'on a tendance quand même à oublier tout ça. Alors, une chose qui est importante, c'est je ne suis pas là pour prêcher la parole négative. Je ne suis pas là pour dire que voilà, le nombre de faillites va exploser, même si on sait qu'il va y avoir des effets assez dramatiques. Hein. Je parlais des grosses boîtes tout à l'heure, les multinationales qui souffrent. Mais on s'imagine que si un Lufthansa souffre et demande 5 milliards à l'Allemagne pour perdurer, le petit indépendant, la petite société, la TPE, la PME souffrent d'autant plus puisqu'elle n'a pas accès aux finances de la même manière. Si demain la Lufthansa disparaît et qu'elle perd des dizaines de milliers d'emplois, c'est quand même plus grave pour le politicien que de savoir qu'il y a une société qui va perdre ses 5 employés. Donc, on est quand même dans des environnements assez contrastés. Par contre, une réalité, c'est l'opportunité qui va pouvoir se dégager. Donc, la petite phrase de Nietzsche que j'ai mis là, ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, est tout à fait d'application. Et comme je disais tout à l'heure, les bonnes sociétés vont certainement sortir de là, grandir pour un certain nombre d'entre elles. Maintenant, il faut effectivement mettre des systèmes en place pour s'assurer de sortir par le haut. Donc, par rapport à ça, je vais vous proposer le modèle. Et avant ça, juste un de nos amis chinois de Wuhan, je crois que c'est quand même intéressant de se souvenir que la crise en chinois est représentée par cet idéogramme, 2 caractères, et que ces caractères, c'est d'une part le danger et d'autre part la chance ou l'opportunité. Donc, on est plus dans une réflexion aussi stratégique par rapport à ça, mais c'est intéressant de se dire qu'une crise en Chine est composée du danger, mais de l'opportunité. Et je crois qu'on est en plein dedans aujourd'hui, et c'est ce qu'on va essayer de travailler ensemble. Alors, un moment de crise n'est pas seulement un moment d'anxiété, d'inquiétude. Voilà, ça donne des chances, des opportunités. Quand il y a des chances, des opportunités, on a le choix. Mais quelquefois, on choisit mal. Et l'idée ici, c'est d'avoir un système, différentes étapes pragmatiques pour éviter justement de mal choisir. Alors, dans ce petit tableau, vous voyez 4 cases. On parle ici de quoi? Des défis à court terme. On est vraiment dans l'urgence. Quand on est dans l'urgence, on peut avoir du mal à réfléchir. Ce n'est pas anormal, et je le vois régulièrement, que le dirigeant est complètement largué en se posant des questions sur sa capacité à lui-même, une perte d'estime de soi. Je crois que Marie, tu dois voir ça régulièrement. Les gens qui viennent, qui se disent, bon, moi, ça fait 20 ans que je fais ce que je fais, et aujourd'hui, je me sens largué, je me sens presque un usurpateur, je ne devrais pas être dans ce rôle-là, je suis incapable de donner un cap à mon équipe. Je crois qu'il est vraiment super intéressant et important, au-delà de l'urgence, de se dire, mais si j'ai démarré cette boîte, il y a une raison d'être à cette boîte, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je sais qu'il y a une raison, je sais que j'ai des clients, avant la crise, ça se passait bien.
Et donc, je dois garder le cap, je dois regarder cette vision à long terme et ne pas me laisser envahir par des émotions négatives qui m'empêchent quelque part d'avancer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est souvent dans la première optique, à savoir qu'on se sent un peu paralysé et on a du mal à réfléchir, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à communiquer avec les parties prenantes. Hein. Ça va des employés en passant par les fournisseurs, les clients, le banquier. Donc, on cache les choses jusqu'au moment où les choses deviennent beaucoup trop graves pour pouvoir réagir. Donc, je crois qu'une des caractéristiques de la crise, c'est de pouvoir communiquer pour éviter justement de tomber dans ce travers et surtout pour obtenir les aides nécessaires. Vous verrez que les fournisseurs sont prêts à vous aider à partir du moment où vous les avez traités comme il fallait avant la crise. C'est la même chose par rapport à votre banquier. Si vous êtes toujours en défaillance de paiement, en retard de paiement, c'est clair que le jour J, il va avoir tendance aussi à vous oublier. Donc, il y a quelques petites règles au niveau de la relation également importantes pour s'assurer qu'on obtienne ce fameux soutien. Alors, une chose qui est importante de mentionner à ce stade, c'est que toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a des sociétés qui allaient mal en pré-Covid et donc les probabilités que les choses aillent mieux sont quand même assez limitées. Le programme que je vous présente aujourd'hui est une bonne réflexion pour toute entreprise, mais soyons clairs, une société qui allait mal avant même cette tragédie du Covid, elle risque de souffrir et de devoir trouver d'autres moyens. Donc, la faillite pour ce genre d'entreprise, malheureusement, peut être une option, même si ce serait très regrettable. Alors, dans le modèle que je vous présente, il y a 6 étapes. Comme vous le verrez, les étapes seront décrites de telle manière à avoir un peu plus de substance. Et comme je l'ai indiqué aussi en préambule, on va parler en termes de questionnement, se poser les bonnes questions, de telle manière à trouver les bonnes réponses. On dit souvent qu'une mauvaise question ne génère pas nécessairement une bonne réponse. La bonne question, en général, elle fait réfléchir, elle est pertinente et elle permet d'avancer également. Donc, dans les 6 étapes, la première, c'est garder le cap, je reviendrai. Le test de vérité, c'est connaître sa situation aujourd'hui. C'est commencer à planifier, se dire où je pourrais être dans 6 mois, avoir un plan bien défini, de telle manière à pouvoir l'implémenter avec succès et puis réfléchir au futur de l'entreprise, plus en termes stratégiques. Alors, si je prends le premier point, je crois que ce qui est important ici, attendez, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment revenir à la base. Pourquoi vous avez créé cette société? Quelle est la raison d'être de votre société? Pourquoi elle était successful? Comment se fait-il que voilà, les clients achetaient chez vous? Pourquoi ils étaient fidèles? La même chose par rapport à vos fournisseurs et tous vos partenaires. Pourquoi travaillent-ils avec vous? Qu'est-ce qui les a motivés? Pourquoi sont-ils loyaux? Ce sont des questions clés. L'autre élément, c'est plus du côté des employés. Mais pourquoi sont-ils motivés ou ont-ils été motivés? Parce qu'avant la crise, les choses étaient certainement différentes. Comment sont-ils engagés? Est-ce que vous-même, vous leur donnez suffisamment d'autorité? Vous déléguez les choses? Je connais pas mal d'entreprises dans lesquelles, et je parle ici de petites structures bien entendu, dans lesquelles les dirigeants sont plutôt omniscients, c'est eux qui s'occupent de tout dans l'organisation et dès qu'ils sont absents, on voit que l'organisation n'est plus capable de performer. Donc, c'est important de voir un peu quel est l'état des troupes, quel est l'esprit, etc. Donc, ça, ce sont des questions qui sont assez clés. Et encore une fois, l'idée, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est de se souvenir des bonnes choses, parce que c'est souvent en se souvenant des bonnes choses, de se dire ça va revenir, qu'on va se motiver aussi. Je crois que les employés vont se retourner vers vous en cherchant une guidance, un cap. S'ils voient que le patron commence à paniquer, c'est clair que ça ne va pas le faire et il risque d'y avoir pas mal de désengagement au niveau des équipes. Au niveau du test vérité,
Alors, en règle générale, on va se focaliser sur 3 éléments qui sont d'une part les ventes. On sait très bien que durant le Covid, brusquement, les ventes ont été taries. Le cash, à partir du moment où les ventes tombent quasi à zéro, parce que j'ai vu pas mal d'entreprises, dont la mienne dans la consultance, mais j'ai vu également en particulier dans tout ce qui est cession d'entreprise, un assèchement du vivier qui existait pré-Covid. Donc, toutes les entreprises, on parle souvent de l'événementiel, l'ORECA, le secteur du voyage, etc., qui souffrent énormément. Donc, les petites agences de voyage, mais c'est clair qu'il n'y a plus de booking, etc. Donc, c'est vraiment faire une cartographie de la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Le cash, cash is king, comme on dit souvent, la trésorerie est roi. Qu'est-ce qu'il en est? Et l'équipe, puisqu'on sait très bien qu'une société, ce n'est pas uniquement des produits, mais c'est souvent l'équipe qui est derrière, comment elle gère tout ça, est-ce qu'on peut compter sur elle? Ça, ce sont des questions importantes, en sachant qu'à un moment donné, c'est le test vérité. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de se regarder dans un miroir, avec les travers, avec les choses positives, donc pas embellir les choses. Et donc, on va juste passer en revue ces 3 points importants: la vente, le cash et l'équipe en tant que telle. Alors, en termes de questions que vous pourriez vous poser, c'est vous demander tout simplement quelle est la situation actuelle de ma trésorerie, combien de temps je vais pouvoir tenir, quelle est la consommation de cash que j'en ai, quels sont les impacts du Covid sur cette trésorerie. Donc, c'est essayer quand même de planifier tout ça. Mais dans un premier temps, c'est avoir une base zéro quelque part, ce que les Américains aujourd'hui appellent le ground zero, c'est quelle est ma base aujourd'hui et comment de là je vais aller du point A, on va dire, au point Z. Donc, en termes de questions, la première est très pertinente. Quels sont les impacts par rapport à vos fournisseurs, vos clients? Une réflexion également sur la manière d'accélérer les encaissements par rapport à des clients qui sont dans une meilleure passe que d'autres, bien entendu. Les fournisseurs, la même chose. Vous avez des fournisseurs qui ont les poches un peu plus pleines que d'autres, qui sont prêts à vous soutenir en étalant les paiements ou en vous donnant des conditions de paiement allongées. La même chose au niveau des banques. Réfléchir par rapport à des lignes de crédit. On est peut-être en crédit de caisse, c'est peut-être le moment d'aller vers un straight loan, une avance à terme fixe. Comment peut-on faire pour tenir le coup? Tout simplement, à titre d'exemple, j'étais en discussion récemment avec une boutique qui se trouve dans une galerie commerçante. Et cette boutique a dans ses frais 3 éléments importants. Le premier, c'est l'achat des denrées qu'elle vend. D'autre part, c'est les salaires. Et le troisième point, en étant dans une zone commerciale, on sait que les loyers sont particulièrement élevés. Eh bien, les loyers, tout simplement, représentent plus ou moins 20% de la marge. Donc, si on regarde le chiffre d'affaires de 100, la marge après le paiement des marchandises est de l'ordre de 50%. Et vous savez qu'il y a déjà 20% sur les 100%, donc il vous reste 30% après que vous ayez payé les loyers ou vous ayez enregistré la charge liée à ces loyers. Donc, on voit là clairement qu'il faut travailler sur les coûts du personnel. Donc, est-ce qu'il y a du chômage économique qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'on doit réduire la voilure? Est-ce qu'il est possible avec le bailleur de renégocier certaines choses? Donc, en plus, cette personne qui m'a contacté hier a une forte saisonnalité au niveau de son chiffre d'affaires. Donc, la plupart de son chiffre d'affaires est réalisé en décembre. Et donc, voilà, prépayer les commandes, c'est une chose. Donc, il va avoir une tension énorme sur la trésorerie. Mais en plus, payer les loyers alors qu'il n'y a pas d'entrée depuis, on va dire, le mois de mars, risque d'être assez dangereux. Donc, on est occupé à réfléchir à la manière dont on va pouvoir sortir de là. Il y a de la négociation. Et il est clair qu'il va falloir parler à des financiers à un moment donné pour voir ce que l'on peut faire en termes de financement. Alors, lorsqu'on parle de cash, on parle également de besoins en fonds de roulement, c'est évident. Et dans les besoins en fonds de roulement, il y a les stocks. Le niveau de stock est important.
Si par exemple en pré-Covid, juste avant que le Covid soit déclaré, vous avez fait une grosse commande et que vous l'avez réceptionnée, ça veut dire qu'il y a une grosse sortie d'argent et que la récupération de cet argent va prendre du temps également. Donc c'est important d'avoir toujours à l'esprit le niveau de stock, s'assurer qu'il y a suffisamment de stock, mais pas d'excès. À la limite, il est préférable aujourd'hui d'avoir trop peu de stock et pas répondre à un besoin que l'inverse. Donc, on va vraiment être plus dans une optique de préservation de cash qu'une optique de développement, de business, etc. C'est que ce qu'on fait aujourd'hui juste pour survivre. Donc, ça, c'est plutôt l'optique justement de ce test vérité. Au niveau du cash, j'en ai parlé. Je vous donnerai bien entendu l'opportunité de poser vos questions tout à l'heure. Ici, ce sont des questions qui s'adressent à toute entreprise. Chaque entreprise est différente, spécifique, avec des cas relativement uniques. Il y a des processus qui sont génériques, mais par la suite, il y a certainement des éléments qui vous sont propres et dont on peut discuter par la suite si vous le souhaitez. Cash, les ventes. Mais une des grosses questions, c'est comment la situation de vos clients va affecter votre business. C'est pas seulement en termes de paiement, mais c'est également en termes de vente. Qu'est-ce que le futur prévoit quelque part? C'est comprendre la situation du pipeline. Donc, c'est se dire, dans mon pipeline de vente, j'ai autant. Est-ce que ce sont des commandes fermes? Elles vont vraiment se réaliser ou est-ce que ces commandes vont potentiellement être annulées? Quelle est ma dépendance par rapport à mes clients? Donc, on voit régulièrement des entreprises qui ont un nombre de clients relativement limité et la concentration fait qu'il y a un risque additionnel. Et si vous avez un client qui ne se porte pas bien, ça peut avoir des dommages très importants sur votre activité. Un autre point, c'est tout simplement se poser la question, est-ce que vous avez en place des assurances au cas de faillite, éventuellement des créanciers recouvrables qui sont incontestés mais irrécouvrables pour une raison ou pour une autre. Se poser la question sur quelle va être la durée de cette crise dans mon business. Maintenant, il est clair que si on parle à des experts économiques et autres, chacun y va de sa prédiction. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que si on part du principe qu'un vaccin ne sera pas disponible avant, certains des plus optimistes parlent de 6 mois, ce qui est assez extrême, puisqu'en général, développer un vaccin, ça prend plusieurs années. Donc, en considérant 6 mois, ça veut dire qu'on va encore souffrir pendant 6 mois. Si on considère des prévisions qui sont peut-être plus réalistes, mais moins optimistes, par définition, on est plutôt sur des 18 mois. Donc, je dis souvent, mieux vaut s'attendre au pire et avoir une bonne surprise plutôt que l'inverse, se dire que ça sera derrière nous dans quelques mois. Je crois que la nouvelle normalité, elle prendra du temps. Le business va changer, c'est une évidence. Il va falloir s'adapter par rapport à tout ça. Une chose qui est importante à retenir au niveau des ventes, et voilà, on a une personne qui est plus du côté de la vente, chez DHL en particulier, c'est que la meilleure source d'information, c'est votre client. Donc, le mieux, c'est d'approcher votre client, pas en lui fourguant quelque chose et en lui disant « j'ai quelque chose à vendre », mais tout simplement de manière empathique, montrer que vous vous intéressez à lui, à sa santé, à son business, comment vont les choses, en sachant également que son business va avoir un impact sur le vôtre. Donc, soyez à l'écoute, c'est quoi les nouveaux développements, quels sont les problèmes auxquels il est confronté, voir dans quelle mesure vous pouvez l'aider également, pourquoi pas. On se rend compte qu'on peut regarder devant soi et se dire je suis moins bien que X, mais on peut aussi regarder derrière soi et se dire on est beaucoup mieux que Y. Donc, ayons cette compassion, cette empathie, soyons à l'écoute. Donc ça, c'est un élément qui va vous faire marquer des points également. J'entends trop souvent la prospection qui, par définition, est basée sur la recherche de nouveaux business. C'est un peu mettre ça en attente et plus se focaliser sur le relationnel, travailler avec le client, voir dans quelle mesure vous pouvez l'aider à passer la crise également et à vous aider justement à probablement redéfinir votre proposition de business, votre offre commerciale
toutes des informations très utiles. Le troisième point, puisque je les ai mis en trilogie, cash, vente ou vente, cash et équipe. L'équipe a un impact énorme sur le business. Ici, je démarre avec les dépenses, mais je vous avoue que ce n'est pas l'essentiel. On peut réduire la voilure, travailler sur les coûts, etc. Mais le point, pour ma part, qui est le plus important, c'est qu'il y ait une fédération, qui est vraiment une alliance par rapport à l'objectif qui va être déterminé dans le plan dont je parlerai tout à l'heure. C'est que les gens doivent être derrière vous. Vous imaginez des petites structures dans lesquelles vous avez un employé essentiel, mais à partir du moment où lui-même panique, il n'a pas de certitude sur son futur, il a une famille à nourrir, il a des factures à payer, il a éventuellement un prêt hypothécaire à régler tous les mois, eh bien, s'il prend peur, il pourrait être tenté de quitter le navire et éventuellement aller vers des cieux plus cléments, pourquoi pas votre concurrence. Donc, s'assurer d'une bonne communication avec vos équipes, savoir exactement le test de vérité, ce n'est pas uniquement pour vous, mais c'est également pour partager avec vos équipes, dire exactement en toute transparence c'est quoi la situation. Il faut rester transparent, ça ne veut pas dire les faire paniquer. Être transparent, ça veut dire ça c'est la situation, je la connais, j'en suis conscient et je vais faire quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est des choses relativement simples, mais qu'on a tendance à oublier. Et le dirigeant d'entreprise, je le vois régulièrement, il a tendance à se rétracter, il a tendance à se focaliser sur lui-même, à se dire toutes les nuits ah, mais j'ai une responsabilité par rapport à mes employés, par rapport à ma société, que va devenir ma boîte, que va devenir ma famille, etc. Donc, on est plus dans une optique de peur. Je crois qu'il faut être capable de dire la vérité, sans l'embellir encore une fois, mais surtout dire qu'il y aura un meilleur futur, de telle manière qu'on puisse commencer à préparer justement ce plan à 180 jours dont je parlais. Trésorerie, j'ai eu l'occasion, j'avais été invité par le CCI Brabant Wallon également pour faire un webinaire sur le sujet. Je crois, Ben, que le webinaire a été filmé et qu'il est disponible, donc éventuellement c'est quelque chose qui pourrait intéresser les participants aujourd'hui. Un plan de trésorerie, c'est relativement simple. On va démarrer avec le solde début de mois, début de la semaine. Tout dépend de l'urgence. Plus on sera dans une situation urgente, plus on travaillera sur des intervalles courts. Voir les encaissements, qu'est-ce qui est prévu, c'est quoi le comportement de vos clients en général. Le fait d'être en contact avec eux, justement, va vous permettre d'appréhender les paiements à venir. Voir s'il y a lieu éventuellement de trouver des fonds extérieurs. Ça peut être du capital, ça peut être les comptes courants gérants qui décident de mettre plus d'argent dans la société pour passer le cap. Ça peut être des dettes financières, etc. Au niveau des caissements, c'est bien comprendre son business, c'est bien savoir qu'est-ce qui va devoir sortir et se poser la question dans le cadre de négociations, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour réduire la voilure, pour réduire les sorties, etc. Et donc, comme je le dis souvent, plus la trésorerie sera sous pression, eh bien, plus il faudra la suivre de manière très étroite, de telle manière à en avoir le contrôle. Donc, plan prévisionnel, c'est vraiment essentiel. Beaucoup de petites structures n'ont pas d'outils. C'est clair que les multinationales, en général, ont des équipes bien fournies. Vous avez la comptabilité où il y a déjà 5 personnes, et puis vous avez le contrôle de gestion qui, lui, va s'assurer du suivi prévisionnel par rapport au réalisé, où il y a encore une dizaine de personnes. Et donc, ce sont des structures qui sont bien dotées en termes d'analyse en règle générale. Les petites structures n'ont pas ce luxe, donc il faut juste s'en souvenir. Il n'est pas nécessaire d'avoir des outils super sophistiqués qui sont intégrés à votre outil comptable. Vous pouvez le faire en Excel et éventuellement, lorsque les temps seront meilleurs, se dire je vais essayer d'intégrer ça avec mon outil financier. Alors, comme je dis, la comptabilité prévisionnelle ou les prévisions, c'est essentiel dans le business. Si vous faites les choses au jour le jour, si vous avez le nez dans le guidon, comme la plupart des petites structures, eh bien, vous allez prendre le mur à un moment donné. Il faut prendre de la hauteur, il faut être capable d'avoir des prévisions. Les prévisions peuvent être l'année dernière et se dire je vais faire ce que j'ai fait l'année dernière.
c'est quoi l'impact du Covid, donc ça va avoir un impact sur 2020, qu'est-ce qu'il en est déjà pour 2021, comment je vois les choses, pas seulement en termes de trésorerie, mais également en termes d'éléments bilantaires, les besoins en fonds de roulement dont je parlais tout à l'heure, les fonds de roulement proprement dit, donc c'est tous les fonds permanents, les fonds à long terme, comment tout ça va se goupiller pour l'avenir, avoir une vue sur le futur et voir comment on progresse par rapport à ce futur est essentiel dans une entreprise. Donc, ne faites pas l'économie de ce genre d'exercice. Ayez des scénarios différenciés. En règle générale, on parle souvent du worst case, base case, worst case. Donc, c'est ou best case. Donc, c'est voir les choses de manière pessimiste, très optimiste ou tout simplement les plus réalistes possibles. Ayez des scénarios différents. Avec des types what if, hein, qu'est-ce qui se passerait si telle et telle chose survient, ayez des scénarios et vous pourrez piloter au mieux vos affaires. On a parlé du test vérité, donc quelle est la situation existante? Dans l'étape 3, on va plutôt aborder la vision, l'objectif à 6 mois. Quand on est dans une période de survie, c'est clair que savoir ce qui va se passer dans 5 ans, d'un point de vue stratégique, n'a pas trop d'importance. Je crois que ce qui est important dans l'immédiat, c'est de travailler sur le court terme. Alors, cette vision stratégique à 6 mois, elle va s'articuler aussi à 3 mois, au mois, éventuellement à la semaine, justement pour garder ce suivi au sein de l'organisation, de garder cette motivation, cet engagement. Rien n'est mieux dans une entreprise que de voir l'évolution à court terme, de se dire, voilà, j'ai pris telle et telle action, ça, ce sont les résultats qui en découlent, de telle manière aussi à travailler sur des corrections éventuelles à réaliser. Alors, lorsqu'on parle de vision, les questions qui peuvent venir à l'esprit, c'est, voilà, quelle est ma vision à 6 mois pour mon entreprise? C'est où serais-je dans 6 mois? Déjà, on doit être en survie, à minima. Il faut passer le cap, mais comment je vois les choses, quels sont les objectifs que je vais assigner en termes de trésorerie, en termes de vente, en termes d'équipe. Je vais aussi mettre en évidence que lorsqu'on parle de vente, ce n'est pas uniquement un chiffre d'affaires. La vente, c'est la marge qu'on réalise, c'est la réflexion par rapport à où je mets l'accent, où je mets le focus. Sur du volume, sur de la marge, tout ça va faire que j'aurai une trésorerie également qui va être impactée par ce type de décision, mais qu'on ait une vision à 6 mois sur ces 3 volets, clairement. Et juste se souvenir que, voilà, avoir une vision, il faut absolument, absolument que cette vision soit quand même réaliste. Hein, souvent, dans les grandes entreprises, on parle d'objectifs SMART. Donc qui sont spécifiques, qui sont mesurables, atteignables, qui sont réalistes malgré tout et qui soient bien définis dans le temps. Donc, je crois qu'un bon plan, par définition, doit être inspirant. Il faut qu'il donne envie d'aller de l'avant. Vous avez vu la courbe du changement tout à l'heure. C'est clair que si vous n'arrivez pas à inspirer vos équipes pour passer de l'autre côté et justement sortir de crise parce qu'il y a quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui, la peur, la colère, le déni, etc., il faut que ce soit inspirant, il faut que ce soit motivant, il faut que ce soit visible, il faut systématiquement communiquer avec les équipes. Alors, il y a plusieurs techniques par rapport à ça, mais c'est clair que rencontrer les équipes, en particulier dans un milieu type TPE, PME, c'est voilà, du présentiel aujourd'hui avec le Covid. Bon, il y a le déconfinement, donc les choses se mettent petit à petit en place. Pour autant qu'il n'y ait pas une résurgence du virus dans les semaines qui viennent. Mais la communication va être clé. Alors, le plan proprement dit, on a la vision, on sait vers quoi on veut aller, on a un cap, c'est ça qu'on veut réaliser, mais après, il faut mettre un plan. Donc, tant que ça reste une vision, tant qu'il n'y a pas d'objectif clair, tant qu'il n'y a pas d'action précise prise derrière, ça reste des souhaits. Mais ce n'est rien de concret. Donc, à un moment donné, via le plan, il va falloir concrétiser les choses, définir précisément quels seront les objectifs qu'on va suivre, quels sont les indicateurs qu'on va suivre et comment on va les mesurer, etc. Donc, voilà, ici, c'est un petit tableau qui est en anglais, malheureusement, mais bon, ça ne doit pas poser un problème, dans lequel on va
s'assigner des objectifs bien clairs en fonction de la vision qu'on a à 6 mois. Et pour chacun des objectifs, on va définir un timing, on va définir la personne responsable, on va définir les priorités. Et puis ici, il y a un petit code couleur. Donc, c'est quelque chose de relativement simple qui est fait en Excel, où vous allez mettre les choses qui tournent moins bien, mais qui ne posent pas encore un gros problème, qui seront en jaune dans ce cas de figure. Et puis, les choses qui sont plus à risque de ne pas être réalisées, les choses en rouge ici, sur lesquelles il va falloir probablement travailler. Et donc, avoir ce genre de document qui est une vue globale, plutôt hélicoptère, par la suite, derrière, vous allez avoir un plan beaucoup plus détaillé qui pourrait être fonctionnel par département si vous êtes dans une plus grosse structure, mais certainement assigner des rôles bien précis à chacun. Alors, lorsqu'on parle de plan, derrière, comme je disais, il y a une implémentation qui doit suivre. Ce n'est pas juste des objectifs qui sont définis comme ça à l'emporte-pièce. Il faut que ce soit relativement précis. Et quand on parle d'implémentation, c'est comme dans tout projet, il faut qu'il y ait du leadership. Lorsqu'on parle de projet en général, on parle de sponsors, on parle de comité de pilotage, on parle d'équipe, on parle de rôle, responsabilité, de communication et tout ça. Dans le cadre d'une plus petite structure, les mêmes règles s'appliquent. Il faut du leadership, il faut quelqu'un qui soit capable d'entraîner les équipes, de les influencer positivement pour atteindre les objectifs qui ont été assignés. Il faut être capable d'avoir également des rôles et responsabilités bien définis. Ça peut être des rôles et des responsabilités qui sont temporaires, puisqu'on est dans une situation qui, j'espère, est temporaire. Pendant toute la mise en place, il va falloir motiver, parce que s'il n'y a pas de motivation, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de l'énergie négative. On sait très bien que lorsqu'on s'assigne des objectifs et qu'on ne les atteint pas, vous risquez d'être face à du pessimisme, du sarcasme, avec des comportements qui sont contre-productifs et qui pourraient nuire à la réalisation de vos objectifs. Donc, il faut garder à l'esprit l'engagement des équipes, il faut garder à l'esprit la motivation. Et la motivation pour tout un chacun, c'est de savoir, on dit souvent « what's in it for me », qu'est-ce qui est là pour moi? Eh bien, qu'est-ce qui va m'intéresser dans la réalisation de l'objectif? Comment ces objectifs vont m'aider à me réaliser dans ma fonction, vont me préserver, vont créer de la certitude, m'assurer que j'ai toujours un job demain, m'assurer que si je fais un bon boulot, je peux éventuellement évoluer favorablement dans l'entreprise. Donc, il y a une série de choses qui devront être mises en place. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, la communication est clé. J'ai eu l'occasion de travailler avec des clients où tous les matins, on a mis en place une petite réunion de 10 minutes, juste savoir comment les choses évoluent, qu'est-ce qui s'est passé hier, sur quoi on va travailler aujourd'hui, juste booster les équipes tous les jours. Ça crée un genre de rituel, ça crée de la confiance, ça crée de la motivation, ça crée aussi une forme de camaraderie. On est là, on est dans la même galère, on est là, on se soutient. Chacun fait sa partie du taf, chacun répond présent, répond à ses obligations quelque part par rapport aux autres membres du groupe. Donc, créer cette cohésion, je parlais d'effet fédérateur, mais c'est super important. Et puis, lorsqu'on parle d'implémentation, on parle d'éléments tangibles qu'on va pouvoir mesurer, voir quels sont les progrès réalisés, ajuster le tir en fonction du progrès. Est-ce que l'indicateur est bon? Est-ce qu'il donne exactement l'information dont on a besoin? Est-ce qu'on travaille sur les bons leviers? Un point qui est important lorsqu'on parle en règle générale de planning, d'implémentation, c'est les objectifs doivent être clairs, c'est une évidence, mais il est important qu'il n'y en ait pas trop. Je constate souvent, lorsqu'on a des tableaux de bord avec ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance, qu'on a des tableaux avec des dizaines d'indicateurs de performance. Souvent, on perd le focus. La même chose lorsqu'on parle d'objectifs, mais il faut que ce soit des objectifs clairs et nets qui vont faire la différence. Donc, je préconise en général un certain nombre d'objectifs qui sera à maxima 5. J'ai constaté, même dans les grandes structures,
je suis sûr que les gens qui travaillent dans des multinationales vont bien se voir dans cette image, c'est qu'on est dans des situations où l'employé, le manager, on lui demande d'atteindre 5-6 objectifs et on va le mesurer. Hein, dans certaines sociétés, on va faire l'analyse à 6 mois. On va se dire, voilà, on fait une évaluation après 6 mois, voir comment les choses évoluent. Et on s'aperçoit, lorsqu'on a beaucoup d'objectifs, eh bien, qu'on n'en atteint que peu. Donc, voilà, il y a des études qui sont faites. Lorsqu'on est au-dessus de 5 objectifs, eh bien, les probabilités qu'on en réalise plus que 2 sont de moins de 50%. Donc, aussi simple que ça. Dans l'entreprise également, il faut donc se fixer des objectifs qui sont clés et pas se dissiper, et pas aller à tout va. C'est vraiment se focaliser sur ce qui compte pour l'entreprise. Le petit schéma ici que vous avez rappelle un peu les étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, en gros, la première étape, quelque part, on a parlé de définir la situation existante justement pour pouvoir planifier par la suite, mais c'est s'accorder sur le plan à 180 jours. Alors, j'ai mis avec la direction, avec le dirigeant d'entreprise, avec le manager. Tout dépend du type d'organisation, bien entendu, auquel on est confronté. La réalisation d'un plan implique automatiquement l'implication de l'équipe. Alors, il y a des entreprises qui sont unipersonnelles, donc oui, ça va dépendre à 100% du dirigeant, mais encore une fois, rien n'empêche le dirigeant de se faire entourer. Il peut avoir de très bons conseils d'amis, de dirigeants eux-mêmes qui ont été confrontés à cette situation, qui peuvent l'aider. Il peut faire appel à des experts qui ont plus l'habitude de gérer ce genre de choses. Ce qui est important à un moment donné, c'est de se poser la question par rapport à l'équipe, est-ce qu'en interne, on peut absorber la masse de travail additionnelle? Est-ce qu'on a les compétences en interne ou est-ce qu'il faut se faire aider? Si la réponse est on est capable de le faire en interne, ben, il faut le faire en interne, mais certainement pas se faire l'économie d'une aide externe. Est-ce que l'expert comptable peut aider à certains égards? Probablement que oui. Les enjeux sont trop importants pour faire l'économie de quelques milliers d'euros. Je crois que ça, c'est quand même un message important en règle générale. On sait que les plus grands pourvoyeurs de main-d'œuvre, conseils, on va dire, sont les multinationales parce qu'elles ont compris il y a longtemps qu'elles n'ont pas nécessairement la compétence en interne. Maintenant, c'est clair que les multinationales, en règle générale, ont les poches quand même plus remplies, je vais dire, plus profondes que les petites structures. Mais bon, aidez-vous, faites-vous aider justement dans l'élaboration de ce plan et dans l'exécution de ce plan. Donc, travailler avec l'équipe, c'est essentiel. Réorganiser l'équipe. Il est clair que voilà, si vous aviez 10 personnes, ben peut-être qu'aujourd'hui, avec la chute de l'activité, ben avec 3 personnes, c'est suffisant. Donc, réorganiser. Est-ce qu'il y a des fonctions aujourd'hui qui ne sont pas indispensables? Alors, on me pose des fois la question par rapport au marketing. Hein, lorsqu'on regarde les coûts, est-ce qu'il faut couper dans le marketing? Alors, c'est clair que les grandes sociétés type Coca-Cola, j'ai été directeur financier chez Schweppes pendant 8 ans, j'ai quitté fin 2016, mais c'est clair que dans ces sociétés, on va couper dans le marketing, hein, parce que la marque est suffisamment forte pour pouvoir tenir quelques mois. Les petites structures, si elles ne sont pas disponibles, visibles, par exemple sur les médias sociaux pendant trop longtemps, leur notoriété risque de s'effondrer. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose au niveau de l'allocation des ressources de se dire on coupe les budgets marketing. Il faut voir au cas par cas votre situation, ce qu'il en est. Lorsqu'on parle d'organisation, lorsqu'on parle d'équipe, c'est se poser la question quant aux personnes qui sont dans l'équipe. Je vois trop souvent des personnes qui ont été engagées sur base de recommandations de gens qui ne connaissent rien au métier spécifique. Alors, j'étais en discussion avec un dirigeant d'une société d'électricité, donc électricité générale, il utilisait une dizaine de personnes. Il a une personne clé qui a quitté la société en pré-Covid. Cette personne s'occupait de la comptabilité et tout ce qui était en relation avec les salaires. Et un jour, il reçoit une candidature interne. Une jeune personne de 22 ans approche le dirigeant en lui disant « Moi, j'aimerais bien m'occuper des salaires, j'aimerais bien m'occuper de la comptabilité.
le dirigeant a un peu sondé les motivations et il s'est dit, ben oui, je vais lui donner sa chance. Et donc, il a donné sa chance à cette jeune dame de 22 ans. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne va aider? Est-ce que moi, dirigeant, je vais devoir passer ma vie avec cette personne pour justement qu'elle puisse performer correctement dans sa fonction? Est-ce que moi-même, j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et donc, le dirigeant doit s'assurer d'avoir les bonnes personnes en place. La recommandation, etc., c'est utile lorsque la personne a effectivement l'expérience éprouvée par rapport à la fonction, mais ayez les bonnes personnes à la bonne place. J'ai vu la même chose dans du marketing. Des gens qui étaient à la production et on s'est dit, ben oui, j'ai une place marketing, ça t'intéresse? Ben oui, ok, vas-y. Aujourd'hui, on n'est pas dans une optique de formation où on va engager des gens qui connaissent rien et on va leur apprendre le métier. Non, il faut des gens qui ont l'expérience et qui vont vous aider à sortir de cette crise. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. L'équipe doit également être investie, donc des rôles et responsabilités très clairs qui vont être peut-être différents du rôle traditionnel. Et comme je disais, c'est comme dans le cas d'un projet, on va assigner des nouveaux rôles durant le projet qui a une période déterminée. Ici, la période, comme je le disais tout à l'heure, bien malin est celui qui sait quand on va sortir complètement de cette crise. On sait que ça va prendre du temps, mais malgré tout, on sait aussi que c'est une situation intérimaire, temporaire. Et donc, il faut pouvoir donner des rôles bien spécifiques pendant cette période. Alors, le leadership, j'en ai parlé. Le leader, c'est celui qui monte le cap. Encore une fois, le leader, ce n'est pas le manager. Le manager va gérer le business avec son équipe. Le leader va donner le cap. Il va démontrer que sa vision, elle est appétante, qu'elle est intéressante pour tous, qu'il y a quelque chose à y gagner, que c'est la bonne vision et que chacun doit être derrière. Le leadership, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois par an lorsqu'on fait son plan annuel. Le leadership, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Si vous avez une usine, vous allez dans l'usine tous les jours, vous parlez à vos gens, sonder les troupes, comment elles se sentent, c'est quoi leurs préoccupations, être vraiment proche du terrain est essentiel. Et puis, tout ça va se décliner en termes d'indicateurs de performance, des choses qui vont être mesurables, des choses qu'on va pouvoir suivre. Donc, l'outil comptable, les outils externes qui vont ajouter de la valeur sont importants également. Donc, toutes les informations de l'entreprise vont pouvoir être collectées et être utilisées dans le cadre justement de ce suivi et prendre les corrections nécessaires pour atteindre finalement cet objectif. Mais on voit bien qu'on est dans un premier temps dans du moyen terme, on est à 6 mois et on voit que tout ça va se décliner au jour le jour finalement dans l'entreprise. Donc l'objectif, c'est certainement pas de se dire, voilà, on a un objectif à 6 mois, chacun va à ses occupations habituelles et puis on se revoit dans 6 mois et on regarde si on a atteint l'objectif ou pas. C'est quelque chose qui doit être suivi de manière très, très, très rapprochée. Et d'autant plus si vous êtes en position difficile. Alors, dans l'implémentation, la communication, c'est un défi, bien entendu. Obtenir les idées des troupes, c'est important. Il y a des sociétés qui ont des boîtes à idées. En période de crise, je crois, écouter est essentiel. Il y a plus dans 5-10 têtes que dans une seule. Donc, travaillons là-dessus. Appelons chaque collaborateur à aider, justement, via son input, à améliorer les choses. Donc, toujours avec cette vue positive, c'est le sortir de crise. Et puis, à un moment donné, c'est voir quel est le niveau de démocratie dans une entreprise. On parle d'allocratie aujourd'hui, où quelque part, c'est les employés qui gèrent leur entreprise, qui en ont l'autorité. C'est de voir comment on implique dans la stratégie même les employés de l'entreprise. C'est la meilleure manière de les motiver parce qu'ils sont partie prenante, ils ont défini la stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver dans une optique d'anarchie où on se dit, voilà, moi je suis dirigeant, mais je ne m'occupe plus de rien, la stratégie, je la donne à mes employés. Non, c'est impliqué, vous restez maître du jeu, mais il y a certainement de très bonnes idées qui viennent des équipes, que ce soit du manager qui est normalement est écouté ou que ce soit des employés ouvriers dans votre structure. Alors, des questions que j'ai mises là, c'est voilà, quel est l'état de vos frais généraux? Est-ce qu'il y a des opportunités de gains, d'efficacité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut
passer au bleu. Donc, se dire qu'il y a des coûts peut-être qui sont plus importants dans la structure. Je vois des entreprises qui ont des ordres permanents. Tous les mois, il y a un montant qui quitte le compte. Et bien, peut-être qu'il faut se reposer la question, est-ce qu'on continue dans cette optique ou tout simplement on annule ces domiciliations et on reprend le contrôle de sa trésorerie. Donc, c'est toutes des questions qui valent vraiment la peine d'être posées. Se poser la question par rapport à son break-even, ce fameux point mort, savoir quel est le niveau à atteindre afin d'absorber mes coûts. Et puis, il y a des questions qui sont plus d'ordre général, plus stratégique sur c'est quoi les forces, les faiblesses de l'entreprise. Encore une fois, c'est se regarder dans le miroir, mais plus dans une optique d'urgence et plus à terme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différenciant, dans quoi vous êtes fort, qu'est-ce qui peut être amélioré dans l'entreprise, vos vulnérabilités. Je crois qu'il faut être capable de les voir également. L'avantage concurrentiel. Voilà, quels sont les éléments que vous allez mettre en avant pour réussir votre stratégie à plus long terme et sortir donc de crise, tout en gardant à l'esprit que la mise en œuvre va de main ou va de pair avec la communication. La sixième étape que j'ai qualifiée de reprise, bien, vous pouvez utiliser le modèle ici qui a été développé par Business Doctor, c'est un modèle qui est quand même relativement traditionnel. C'est se poser la question, c'est quoi en tant que dirigeant d'entreprise vos aspirations? Quand vous avez démarré votre boîte, qu'est-ce que vous vouliez en faire? Les aspirations, ça peut être de l'argent, se dire ben, je vais me faire une fortune, soit ça peut être tout simplement une qualité de vie différente, ça peut être contribuer, c'est partager sa connaissance. Donc chacun a des aspirations différentes, c'est important de les connaître. Et puis on va souvent parler de mission, vision, valeur, c'est une trilogie qui est essentielle. C'est bien connaître la mission d'entreprise, sa raison d'être, pourquoi vous êtes là, quelle est la mission que vous vous assignez. Pour vous donner un exemple de mission, Disney, la mission de Disney, c'est rendre les gens heureux, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera du cinéma, ça ne veut pas dire que ce sera de la vidéo, que ce sera de la chanson ou autre. C'est tout simplement cette mission. La vision, c'est où je serai dans X temps. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Comment je vois les choses? Est-ce que je me positionne premier market leader dans mon métier? Donc, c'est en général ambitieux, un objectif ambitieux, mais inspirant, comme je le disais tout à l'heure, qui va justement fédérer les troupes derrière. Les valeurs, ici on parle bien entendu des valeurs morales. Il est très difficile lorsqu'on a des valeurs de travailler avec des gens qui ne les partagent pas. Donc à partir du moment où vous avez vos valeurs dans l'entreprise, il faut s'y coller. Si dans vos affaires, vous considérez que le fait d'être méticuleux est essentiel, les gens que vous allez engager seront méticuleux. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez au-devant de gros problèmes. En particulier, si vous vous associez à quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs, je peux vous garantir qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des problèmes. Alors, le contexte, c'est important de connaître le contexte dans lequel vous évoluez. En règle générale, on parle d'un modèle qui s'appelle le PEST ou le PESTEL, qui a plusieurs dimensions. La dimension politique, quelle va être des décisions politiques qui peuvent avoir un impact sur vous. Prenons un exemple, vous êtes dans les titres-services, c'est clair que si demain la taxation des titres-services varie, change défavorablement, ça peut avoir un impact sur ce business. C'est quoi les éléments économiques qui peuvent impacter les tendances? Est-ce qu'on est dans un marché porteur, pas porteur? C'est important de se repositionner par rapport à ça. Le social, quels sont les comportements sociaux qui changent. On a vu dans la crise qu'il y a la prédominance aujourd'hui du digital. On est en webinaire aujourd'hui, on n'est pas en présentiel. Il y a du télétravail. Comment ce télétravail peut impacter favorablement? On voit les mobilités, la mobilité douce. On parle de plus en plus de 30 km/h à Bruxelles. Donc, ça veut dire que les voitures vont être exclues. Comment je peux profiter de cette nouvelle tendance? Technologiquement également, quels sont les outils technologiques? On parle souvent de l'Internet des choses, le LOT. On parle de l'intelligence artificielle. Voilà, quelles sont ces technologies qui vont nous aider également? Et puis, c'est se poser la question par rapport à son marché. C'est quoi mon marché? C'est quoi mon marché de référence?
quels sont mes concurrents dans le marché, quels sont les produits-services que je peux fournir, quels sont les produits-services qui vont se développer. Donc, avoir cette réflexion également par rapport à ça, mes fournisseurs, partenaires. Le SWOT, hein, c'est tout simplement revoir ses forces, ses faiblesses. C'est revoir les menaces, les opportunités. Maintenant, dans une stratégie, évidemment, on va se focaliser sur les forces, on va se focaliser sur les opportunités. Super important. Maintenant, ça ne veut pas dire que les menaces, il faut les négliger, mais la stratégie va principalement être basée sur les forces et les opportunités pour faire la différence par rapport à mes concurrents. Alors, tous ces éléments-là vont permettre de déterminer une stratégie. Alors, l'idée de la stratégie, c'est de se démarquer de son concurrent. C'est avoir une stratégie différenciante. Hein. Si vous vous dites, moi, ma stratégie, c'est le prix, ce que vous allez faire, c'est vous battre sur les prix. Vous allez diminuer vos prix pour gagner des parts de marché ou garder votre part de marché. Et à un moment donné, c'est le cercle infernal. Vous allez diminuer vos prix, vous allez faire moins de marge. Excusez-moi, j'éteins ceci. Etc., etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous de réfléchir au travers de ces différentes étapes. Les facteurs critiques de succès, c'est quelles sont les étapes ou quels sont les facteurs clés dans votre business. Si vous êtes dans l'e-commerce, par exemple, c'est important d'avoir une plateforme solide plutôt qu'un truc que vous avez tarabiscoté. Voilà, chaque business a sa criticité. C'est important de la comprendre. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de l'implémentation. L'implémentation va toucher le commercial, l'opérationnel, ça peut être la logistique, tout ce qui est supply chain, la finance et surtout les ressources humaines. Il y a une série de questions ici. Vous recevrez la présentation puisqu'on a atteint notre heure de webinaire. Et donc, j'aimerais bien revenir en vous donnant l'opportunité de poser vos questions. Encore une fois, voici les éléments clés, un facteur critique de succès, les indicateurs de performance, bien identifier les objectifs clés, les mesurer ses performances, évaluer, corriger, et puis revoir les chiffres, en discuter, les partager avec vos équipes, etc. C'est essentiel. Ce qui se mesure se fait. C'est une vieille phrase de notre ami Peter Drucker, qui était un des gourous du management. Donc, voilà, c'est un peu la trame aujourd'hui. Donc, on est dans une situation difficile. Juste reprendre le contrôle, c'est essentiel. Se focaliser sur le court terme, il n'y a pas de port de sortie. Il faut absolument le faire, mais il faut garder le cap, se dire qu'il y a des opportunités qui vont se créer. Il y a des nouveaux métiers qui vont se développer. Mais soyez les premiers, différenciez-vous de vos concurrents. Il y a un meilleur futur, ça c'est une évidence. Je vous remercie. Je vous donne l'opportunité maintenant, si vous le souhaitez, de poser vos questions pour être plus précis par rapport à votre vécu, à votre situation journalière.